Voilà, merci. Eh bien, bonjour. Quel plaisir de vous retrouver pour cette 30e édition des rencontres d'Averroès à Marseille. Bienvenue. Merci de nous supporter comme ça depuis toutes ces années. Comme vous le savez, cette année, donc, le thème c'est « Tout empire périra ». Et donc cette 4e table ronde vient après 3 autres rendez-vous. Première table ronde autour de la Méditerranée au prisme et du temps long des empires. Une deuxième table ronde, jeu d'empire, autour des interactions entre empires ottomans et empires coloniaux. Vous voyez qu'on avance et on chemine dans le temps, un peu dans les rythmes de l'histoire que nous a appris ce cher Fernand Braudel. Et puis, troisième table ronde autour des retours d'empire et donc du choc des empires dans la Méditerranée contemporaine. Et donc, nous voici réunis ce matin pour cette 4e table ronde que j'ai le plaisir et l'honneur d'animer, où on va essayer de se projeter dans un au-delà des empires et d'essayer de scruter les visages d'avenir que nous pourrions donner à cette période particulièrement tumultueuse, percutée par la violence et la guerre au Proche et au Moyen-Orient, et aussi en Europe, parce que ce qui se passe entre Israël et Palestine ne doit pas occulter, loin s'en faut, la guerre en Ukraine après l'attaque russe. Et donc, pour vivre et partager avec vous ces savoirs dans cette agora contemporaine que forment finalement ces rencontres d'Averroès, 4 invités à qui je vais commencer justement à donner la parole. Donc Nahla Chahal, Corinne Pelluchon, Kamel Jandoubi et Michel Fouché. Donc ce sera pour commencer dans cet ordre. Et puis après, on est dans une table ronde, donc on est dans l'incertain, il y a des interactions qui naissent et c'est très bien comme ça. Alors, Nahla Chahal, j'aimerais commencer avec vous. Et quand on a préparé cette table ronde, on a échangé, vous m'avez raconté des éléments importants, me semble-t-il, de votre histoire personnelle qui non pas disent d'où vous parlez, mais quand même qui inscrivent ce lien, je dirais, entre l'Irak et le Liban, entre Bassora et Tripoli, d'une famille qui est à la fois chrétienne et musulmane, de militants. Et donc j'aimerais peut-être pour commencer que vous disiez quelques mots en prélude sur votre trajectoire personnelle et ce qui vous amène à ce que vous êtes aujourd'hui, à la fois une intellectuelle, une journaliste, une sociologue et une ardente défenseur des libertés. Nahla Chahal. Ça marche. Ça marche. Bonjour. En effet, je suis née dans une famille très mélangée. Ma mère est irakienne, chrétienne, chaldéenne de Bassora. Elle insistait beaucoup pour dire que l'église chaldéenne est la plus vieille église chrétienne d'Orient. Je ne sais pas si elle avait raison, je n'ai pas vérifié, mais elle y croyait, tout en n'étant pas croyante, tout en n'étant pas pratiquante. Mon père est de Tripoli, sunnite. Lui aussi, c'est important parce que sa forme, il a hérité de sa famille, tout ce que ça voulait dire, sans être lui aussi croyant et pratiquant. Et c'était une chance d'être si mélangé, et je crois que le mélange n'enlève rien à l'authenticité des appartenances. Au contraire, il donne des dimensions qu'on intègre. Ça, c'est un premier plan de ce que je suis. Après, je suis aussi élevée dans une famille intellectuelle et militante en même temps, très engagée sur tout ce qui est en rapport avec la justice, la liberté,
la croyance dans le progrès. J'ai dit à Thierry en échangeant que quelque part, j'étais contente que mes 2 parents soient partis avant de voir ce qui s'est passé en Irak et au Liban et dans la région. Désolée, ça me touche d'évoquer ça, mais là, je dépasse. Et alors, ce sont des parents, vous avez dit, qui étaient dans un rapport très sécularisé, oui. pour ne pas dire laïque, avec, je crois, aussi quelques liens avec le monde communiste, enfin, en tout cas, le combat pour les... Ils étaient communistes. Il faut dire que ma mère est restée communiste, stalinienne jusqu'au bout. Mon père était très critique. C'est lui qui m'a donné à 13-14 ans à lire Henri Lefebvre, à lire tout ce qui était la critique et à me dire un jour qu'il a visité la Russie du temps de Khrouchtchev, je crois, et que les gens n'étaient pas heureux. Il m'a dit, on est en train de militer pour que les gens soient heureux, vivent mieux, et fais gaffe, parce que je lisais le livre de Gorky, la mère, et je pleurais, j'avais 10 ans. Et il m'a dit, on se calme, on prend une distance, et c'est important. Ce sont des choses qui vous marquent jusqu'à la fin de votre vie. Je suis sociologue, je suis sociologue politique, mais j'ai enseigné à l'université libanaise et j'ai été attachée ici à Paris 7, mais je suis en même temps écrivaine et j'édite, je publie un magazine en ligne depuis maintenant 13 ans. Safir. Safir al-Arabi, avec des cahiers, un cahier, c'est-à-dire un livre, un petit livre thématique chaque 3 mois, qui est imprimé aussi en papier et qui est sur le site. Mais je suis également, en plus d'être enseignante et d'être écrivaine et chercheur, je suis militante. On y reviendra, je pense, Nahla Shahal, pendant tout le long de cette table ronde, pour essayer justement d'imaginer un au-delà des... C'est juste pour dire que c'était très important pour moi, et je crois que j'ai aussi élevé mes 2 filles dans ça. Il faut s'engager dans le sens pas partisan, mais dans le sens d'avoir une position à l'égard de ce qui se passe dans ce monde. Ça nous regarde, ça nous regarde, ça ne peut pas ne pas nous regarder. Le souci du monde. J'ajouterais aussi une dimension qui est liée au monde de l'art et du cinéma, puisque Nahla Shahal est aussi la sœur de la regrettée Randa Shahal. Alors, Corinne Pelluchon, vous êtes dans un autre horizon, d'être une philosophe, spécialiste d'éthique et de philosophie politique. Vous enseignez à l'université Gustave Eiffel. Vous revenez d'un assez long séjour en Allemagne. Et donc, j'aimerais à la fois sur votre trajectoire intellectuelle, quelques repères pour vous situer, des gens qui ont compté, je pense à Lévinas ou Léo Strauss et quelques autres, et puis pour entamer d'emblée, sur laquelle on vraisemblablement terminera cette table ronde, que vous nous donniez un éclairage, je dirais même une distinction, qui est très importante dans votre dernier livre, qui s'appelle « L'espérance ou la traversée de l'impossible », que vous nous donniez une distinction, parce qu'il peut y avoir beaucoup de confusion entre ces 2 termes, entre espérance et optimisme. Corinne Pelluchon. Oui, bonjour. Donc, pour me présenter, les lignes clés, moi, je travaille depuis plusieurs années au carrefour d'une philosophie de l'existence et de l'éthique et la politique. Et cette philosophie de l'existence s'appuie sur la corporéité du sujet, dans sa vulnérabilité, sa passivité, la fatigue, la douleur, la souffrance psychique, la mortalité.
et aussi en soulignant la matérialité de l'existence, notre dépendance à l'égard des éléments, des aliments, des écosystèmes. Donc quand on prend au sérieux le fait que nous mangeons, nous respirons, eh bien nous ne sommes jamais seuls au monde et nous avons toujours un impact sur les autres humains et autres qu'humains, et cela a des conséquences dans la manière de penser les finalités du politique qui ne peuvent pas être réduites à la coexistence entre nous, humains actuels, ni à la réduction des inégalités iniques, qui sont pourtant les deux finalités majeures de l'État et qui comptent beaucoup, mais il y a la protection de la biosphère finie, la justice envers les générations futures et les autres vivants que je prends individuellement, les animaux, eh bien, entrent au cœur du politique. Et j'ai essayé aussi de dégager la transformation de soi, les traits moraux qui peuvent soutenir les efforts que nous pouvons et que nous devons faire pour changer de modèle de développement. Un modèle de développement qui n'a pas seulement des contre-productivités environnementales, mais qui aussi nous déshumanise. Et c'est déjà un au-delà des empires. C'est au-delà des empires. Et on peut ici souligner ou rappeler ce que Hannah Arendt disait dans le 3e tome des origines du totalitarisme. Il y a une vulnérabilité spécifique des humains au mal politique dès lors qu'ils se sentent superflus, dès lors qu'ils ne se sentent que des moyens de production et de consommation, qu'ils sont dans la désolation, ce qu'elle appelait la loneliness, la désolation. Et moi, j'ai essayé modestement, mais avec en même temps ambition, d'essayer de décrire les traits moraux, la transformation de soi, l'ensemble des représentations, mais aussi des évaluations, ce qu'on appelle les valeurs, et l'impact que ça a sur les aspirations, les désirs et le comportement, bien l'ensemble de ces traits moraux qui pourraient nous soutenir dans les 3 domaines qui sont au cœur de mon interrogation, à savoir la démocratie, qui n'est pas seulement un ensemble d'institutions, mais qui suppose des traits moraux, qui suppose de s'engager, pas seulement pour le présent, mais peut-être pour l'avenir. Et puis la transformation de nos modes de production et de consommation en vue de ce qu'on appelle la transition écologique, puisque là aussi, il y a un écart entre la théorie et la pratique. Tout le monde sait que ça ne va pas bien, mais les personnes ont du mal à avoir du plaisir à changer leur style de vie. Donc là, comment on peut faire de la transition écologique pas seulement un fardeau, mais l'occasion d'une transformation de soi où l'estime de soi importe et donne la force de changer. Et puis la cause animale, pour laquelle je suis plus qu'engagée, qui m'a kidnappée. Et comment faire? Comment pouvons-nous accepter ce qui se passe, même être humain, quand tous les jours, chaque seconde dans le monde, on impose des souffrances extrêmes à des êtres que personne aujourd'hui ne songe à comparer à des machines. Donc il y a cette réflexion sur la condition humaine et qui est... Peut-être avec ce fil conducteur que vous avez cité de la vulnérabilité, qui est un élément, je pense, majeur et qui vous occupe et qu'on voit, sur lequel on reviendra sur la considération. Et donc, en introduction, juste un dernier mot pour distinguer espérance et optimisme. Oui, alors je vais aller plus vite. Donc, l'optimisme, pour moi, c'est un peu une posture, peut-être parfois le masque du déni, en tout cas une posture qui fait à croire que nous avons tous les moyens pour résoudre nos problèmes et que demain ça ira mieux ou que ce n'est pas si grave. Puis c'est un trait psychologique. Alors que l'espérance, qui est une vertu théologale, qui n'est même pas l'espoir, lequel est un trait moral, le désir de voir ses souhaits personnels se réaliser dans un délai assez court, l'espérance est bien un rapport au temps, à l'histoire, et pour moi, elle est la capacité à déchiffrer dans le chaos du présent les signes avant-coureurs de quelque chose qui pourrait ouvrir un horizon d'espérance, qui pourrait réouvrir le possible, et ça suppose 2 choses. Eh bien, de sortir un peu de sa crispation sur soi, mais surtout d'être capable de voir des signaux souvent faibles, qui sont écrasés par la violence actuelle. Je vous dirais ce que pour moi, peut-être ce signe avant-coureur. Et ça suppose aussi de regarder en face notre impuissance à répondre aux défis actuels, donc d'abandonner finalement toutes ces illusions, y compris sur sa propre puissance. On en parlera de la puissance qui n'est pas la force. Et ça suppose de regarder en face la réalité du mal et la réalité, par exemple, du réchauffement climatique. Donc paradoxalement, nos temps si durs appellent non à l'optimisme, pas tellement à l'espoir, peut-être il faut perdre tous ces espoirs, mais à l'espérance. Et en un mot, pour moi, ces signes avant-coureurs, très faibles encore,
de ce qui pourrait ouvrir un horizon d'espérance touchent la vulnérabilité, la corporéité, sont le souci pour l'environnement, ou plutôt l'écologie, qui n'est pas seulement réductible à sa dimension environnementale, mais qui travaille notre rapport au monde et peut-être le sens que notre rapport au monde. Et là, le souci pour d'autres êtres, notamment les animaux, et aussi le féminisme, en tout cas le vœu d'avoir un rapport au monde et aux autres qui ne soit pas de domination. Et ça, je crois que c'est la transition à ce qui fait le fil directeur de cette table ronde. Oui, on sera effectivement dans une mise en tension. Dans une mise en tension entre le droit et la force dans ce questionnement de l'au-delà des empires. Alors, déchiffrer les signes avant-coureurs, il me semble, Kamel Jendoubi, que ça fait aussi partie de votre travail, de votre trajectoire. Donc, je sais que vous tenez, et donc aussi, comme l'a souligné Nahla Chahal, a mentionné, vous êtes militant, peut-être militant d'abord, je ne sais pas, mais que voilà, vous êtes un acteur, mais aussi, je crois, un penseur de ce long combat des droits de l'homme qui vous a amené, entre autres choses, à être ministre des droits de l'homme en Tunisie après la Révolution, et puis à être aussi sollicité par l'Organisation des Nations Unies, l'ONU, le Comité des droits de l'homme pour suivre la guerre au Yémen. Alors quelques mots justement sur votre trajectoire, vos repères et justement dans cette inscription, je dirais alors là plus méditerranéenne, à partir non pas du Liban mais de la Tunisie. On essaie de penser la Méditerranée des deux rives dans les rencontres, de ce qui vous inscrit dans ce combat au long cours qui est le vôtre. Kamel Jendoubi. Merci Thierry, bonjour tout le monde. Il faut bien parler devant le micro. Je te remercie en particulier de m'avoir extirpé de ma région du Nord où j'habite et qui, comme vous le savez, est profondément inondée pour se retrouver ici à Marseille, se rapprocher un peu plus de la Tunisie, mon pays d'origine, qui aujourd'hui malheureusement ne m'est pas encore possible de visiter pour des régions sur lesquelles on peut revenir. Alors, je me posais la question de comment je vais parler de mon parcours comme tu me l'as demandé. En quelques mots, quelques minutes. Voilà, donc j'ai dit donc d'abord, factuellement, ça rajeunit pas, ça fait un demi-siècle que je suis en France. Arrivé en France, alors qu'en Tunisie, j'avais fréquenté l'université islamique Zaytoun. Certains d'entre vous connaissez. Et en arrivant en France, je découvre, comme tous les jeunes arabes de ma génération, les idées et les utopies qui agitaient le monde. Socialisme, révolution, libération des peuples. Et donc mes premières années, très vite, se sont transformées en années de militantisme, en opposition politique, à des protestations, des manifestations. D'ailleurs, à l'époque, même la Palestine était au centre de ces luttes. Et je fais référence hier au mouvement des travailleurs arabes, ça a été cité. C'est un mouvement qui a porté cette question de la Palestine aussi à l'époque dans l'immigration. Alors la classe ouvrière tunisienne, mais aussi algérienne, marocaine, égyptienne, que nous voulions tous libérer à l'époque, on l'a trouvée ici, en France, sous nos yeux, dans l'immigration, dans les conditions où des centaines de milliers d'ouvriers sont en but au racisme, à l'exploitation, etc. Donc ce combat de défense des immigrés, de tous les immigrés, ne s'arrêtera pas pour moi jusqu'à le retour en Tunisie en 2011 avec l'avènement de la Révolution. Mais avec deux enseignements. Le premier, c'est que les immigrés, ce qu'on appelle immigrés, brisent le mur de la peur et osent revendiquer ici. Le deuxième, c'est que la société française, et au-delà, les sociétés européennes, découvrent cette population qu'elles ne semblaient pas vouloir voir. Et ce que je constate, peut-être avec vous, c'est que d'une question marginale il y a 50 ans, la problématique de l'immigration est aujourd'hui centrale en Europe, avec un basculement qui s'est fait probablement autour des années 80,
ou du débat sur l'immigration vers le débat sur l'islam et les supposés risques qu'il faisait peser sur la société ici. Mais parallèlement, on a assisté aussi à l'émergence de l'islam politique, ou l'islamisme politique, sur l'autre rive de la Méditerranée. Ce qui a provoqué aussi des fractures quant à la manière aussi de réagir vis-à-vis de ces mouvements sur le dérive. Que dire du musulman en Europe et que faire face à ce que subissent ces mouvements islamistes, souvent très réprimés, dans le Sud? Pour moi et pour une partie des militants de ma génération, on ramenait la question en fait à une seule interrogation. C'est celle de savoir comment penser la démocratie, que ce soit ici ou ailleurs, dans des sociétés pluralistes dans lesquelles le référent religieux et culturel s'affirme de plus en plus et s'affiche de manière de plus en plus visible. Et ce, dans un contexte régional que vous avez connu, que nous avons connu, avec donc un climat géopolitique qui ne cesse de se dégrader, malgré les quelques lueurs d'espoir, Oslo, le partenariat Euromède, etc., etc. Voilà. Ça, on va y revenir sur ce parcours-là. Donc, effectivement, il y a, et puis en particulier tout à l'heure, ce moment si décisif d'il y a un peu plus d'une dizaine d'années, qui est le moment de la révolution tunisienne. Mais nous y reviendrons en profondeur tout à l'heure, Kamel Jindoubi. Alors je me tourne enfin vers Michel Fouché, à la fois pour présenter sa trajectoire, mais aussi peut-être pour poser cette première question. Et donc, Michel Fouché, vous avez été diplomate, vous avez travaillé pour le Centre d'analyse et de prévision, vous avez beaucoup travaillé sur les frontières, les fronts et les frontières, à de nombreuses reprises, mais vous m'avez dit tout à l'heure, mais pas que, et donc beaucoup réfléchi aussi sur la question de l'Europe, de l'Ukraine récemment, dans un livre qui est paru et qui a un grand succès dans un tract que vous trouverez sur la table des libraires tout à l'heure. Donc quelques mots sur votre, je dirais, votre provenance, et puis que l'on puisse entrer dans la question de l'au-delà des empires, sur les relations internationales que vous connaissez bien, que vous questionnez, que vous théorisez, et pour savoir si, au fond pour vous, est-ce que les relations internationales relèvent avant tout des rapports de force et d'une grammaire des puissances, ou s'il y a d'autres dimensions. On a beaucoup échangé en préparant cette table ronde autour de cette immense figure dont on parlait avec Hamid Bozarslan, qui a beaucoup inspiré la revue Esprit, qui est Pierre Asner, La revanche des passions. Et donc voilà, après votre présentation, j'aimerais que l'on parle de cette question des relations internationales, du rapport de la puissance, des rapports de force et de ce qui peut exister. Parce que si on veut penser à un au-delà des empires, c'est peut-être de pouvoir introduire du droit et des libertés par rapport aux simples logiques de rapport de force. Et Dieu sait si ce que l'on voit sur la guerre sous les yeux est particulièrement cruel. Michel Fouché. Oui, Thierry, merci. Par rapport à ma voisine, j'ai un parcours d'une très grande banalité. Je suis un enfant du baby-boom, fils d'institutrice, et donc des études de géographie sur les questions de frontières et de minorités, à un moment où ça commençait dans les années 80 j'ai fait une partie de ma thèse d'ailleurs sur la ligne verte Israël-Palestine, il y a déjà plus de 40 ans, c'est un sujet que je reprends, jusqu'au moment où ces travaux minorités, frontières en Europe, au moment où ça bougeait, ont eu l'heure d'intéresser le président de la République de l'époque, qui avait un grand sens de l'histoire, ce qui est une nécessité absolue pour un dirigeant français. Et donc je me suis engagé par l'écriture et la recherche, et je me suis engagé plus dans la pratique après. Et je crois que je continue
à être... Avec de très beaux textes, notamment publiés dans le journal Le 1, que je tiens à saluer. Et Michel Fouché contribue régulièrement à ce journal pour éclairer justement le monde, tel que le souci du monde. Voilà. Simplement, un enfant du baby-boom entendait parler pratiquement tous les jours de la guerre par son père. Donc j'ai eu très tôt, puis on écoutait la radio, Radio Luxembourg, on lisait le Figaro à l'époque, qui était plus progressiste peut-être que maintenant, Raymond Aron, François Mauriac. Si vous voulez, il y avait quand même les questions internationales, c'était le bruit de fond et le traumatisme de la guerre. D'un père de classe 17. Hein, donc, je crois que j'en ai conservé. Et puis le culte du franco-allemand. C'est-à-dire, en fait, on s'est battu, mais il fallait se réconcilier. Donc, il était très gaulliste. Donc, j'ai eu la chance d'avoir une culture, enfin, un bruit de fond, si vous voulez, positif autour du thème de la réconciliation des nations, le franco-allemand, la construction européenne. Donc, je me suis vraiment investi dans ce que j'appelle les questions de réorganisation du continent. Donc, je termine là-dessus. Alors, sur le thème de l'empire et de la frontière, qu'est-ce que c'est qu'un empire? Un empire n'a pas de frontières. Un empire n'a pas de frontières. Ce n'est pas la seule définition. C'est un ensemble multinational, multireligieux, multiethnique. Il se constitue autour d'un centre. Ça a été la Prusse pour le Deuxième Reich. Évidemment, la Russie. Ça peut être en Perse, en Chine, en Éthiopie. En faisant quelques distinctions de géographes, il y a des pays qui ont été des empires. Il y a des pays qui ont ou ont eu des empires. La France, le Royaume-Uni ont eu des empires. La Russie est un empire. Et quelque part, il y a des empires d'outre-mer, ça c'est ce qu'on apprend dans nos salles de classe, mais il y a aussi des empires d'outre-terre. Hein, j'installe cette expression un peu bizarre, parce que le tiers occidental de la Chine a été conquis récemment, les années 50 pour le Tibet, l'Iran, quelque part un empire perse, il y a des rhétoriques néo-ottomanes à Ankara, l'Éthiopie fonctionne comme un empire où les centres se battent entre eux, d'où ces guerres civiles extrêmement violentes. Il y a d'autres exemples. Outre-terre, outre-mer. Il y a eu d'ailleurs des empires dans le passé, même si ça ne s'appelait pas comme ça, l'empire du Mali, qui n'a strictement rien à voir avec la colonisation française. Juste un mot, Michel Fouché, puisque je me souviens d'une citation qui m'a marqué dans votre rapport aux frontières, un magnifique livre qui s'appelle Front et frontières, et vous dites un monde sans limites, sans bornes, sans frontières, est un monde barbare. Donc ça veut dire que les empires tendent vers le monde barbare? Non, la conquête permanente, l'alliance ou la conquête. C'est-à-dire que c'est la raison d'être. Donc on est au cœur de cette question finalement de la puissance et des rapports de force comme grammaire des relations internationales. Oui, mais les rapports interétatiques entre États constitués. Mais là, on a face à nous, à l'est du continent, quelque chose de différent parce que la Russie d'aujourd'hui est le seul lieu où les élites se pensent encore comme responsables d'un empire universel. Un empire, par définition, se veut universel. Donc c'est la troisième Rome, et donc la critique qu'on va entendre dans les mois qui viennent dans le cadre d'une drôle de campagne électorale pour les élections présidentielles de mars 2024, dont le suspense est très très grand, comme vous pouvez l'imaginer, ça sera la critique de l'Occident décadent. La Russie se présente aujourd'hui, encore une fois, chez les élites, comme un État-civilisation. Vous voyez, c'est au-delà de la géopolitique, un État-civilisation. Et donc, j'aime beaucoup citer la remarque de Václav Havel, qui a maintenant 18 ans, l'ancien président tchèque, tchécoslovaque puis tchèque. Hein, la Russie, je le cite, moi c'est ma référence, la Russie ne sait pas vraiment où elle commence, ni où elle finit. Dans l'histoire, la Russie s'est étendue et rétractée. La plupart des conflits trouvent leur origine dans des querelles de frontières et la conquête ou perte de territoire. Là, il y a eu perte de territoire, il faut reconquérir. Le jour où nous conviendrons dans le calme, où se termine l'Union européenne et où commence la Fédération de Russie, la moitié de la tension entre les deux disparaîtra. Deux conclusions, il n'y a plus de calme. En fait, c'est la première fois que la construction européenne doit se déterminer dans un contexte belligène
à sa future limite occidentale. Ça sera décidé dans un mois au Conseil européen de Bruxelles, le 14 et le 15, ouverture au processus d'adhésion à l'Ukraine et à la Moldavie. Et deuxièmement, vous voyez l'enjeu fondamental, c'est ce que j'appelle la carte mentale du duel. La guerre est un duel, comme disait Clausewitz. Le jour où l'Ukraine s'émancipe définitivement du centre russe comme État-nation indépendant et souverain, la Russie cesse d'être un empire. Mais si vous voulez, quand je dis cesse d'être un empire, c'est plus dans la tête des dirigeants que dans la réalité territoriale. Oui, ça permet de comprendre un peu la vigueur de cette confrontation. L'enjeu, c'est l'au-delà des empires, c'est l'au-delà de l'Empire russe. C'est ça l'enjeu. Merci Michel Fouché pour cette présentation stimulante. On reviendra évidemment sur les relations internationales. Alors, je me tourne à nouveau vers vous, Nahla Chahal, à partir de votre expérience finalement libanaise, de l'au-delà des empires, et finalement au prisme du Liban, de la société civile libanaise qui n'a pas cessé d'être active, de se mobiliser, de se faire entendre. Révolte, révolution, printemps libanais qui précède et qui à la fois prolonge ce qu'on a appelé les printemps ou les révolutions arabes, recherche de la liberté d'un État de droit. Qu'en est-il, si je puis dire, aujourd'hui de tous ces combats? Quelles leçons vous tirez de ces enjeux? Est-ce que c'est finalement ce combat pour les libertés, l'état de droit, non universel ouvert, qui est au fond hérité, comme vous l'avez raconté tout à l'heure, de l'histoire de vos parents? Est-ce que ça a toujours lieu d'être? Est-ce que c'est quelque chose un horizon qu'il faut garder ouvert et maintenir? Nahla Chahal. Nous avons la chance au Liban d'avoir un État qui a toujours été très faible. Donc, dans une région où les États sont très puissants, très répressifs, je ne sais pas, moi j'ai aussi une certaine réserve à les appeler des États, je les appelle plutôt des pouvoirs. Le Liban, qui est né d'un compromis régional et mondial et intérieur aussi. En 1920, c'est très nouveau, c'est très récent, a été conçu comme un endroit un endroit plus ou moins neutre où c'est le compromis qui fait avancer les choses. Ce rôle, le Liban est né d'un rôle qui lui a été assigné. Ce rôle n'existe plus. Il n'existe plus parce que la région et le monde aussi n'en ont plus besoin. Ce qui fait qu'on conserve cette liberté qui me permet à moi de dire ce que je veux dans mon journal, sans crainte, à publier les Irakiens, les Égyptiens, les Tunisiens, tout le beau monde qui écrit, et à ne rien craindre. Ceci a des avantages, évidemment, mais ceci aussi a l'énorme désavantage de marginaliser d'une façon qui n'est plus la neutralité de ce pays, dont une neutralité aussi dans ce qu'on appelle les secrets bancaires, parce que c'était aussi le refuge, pas que des politiques qui fouillaient leur pays, des politiques de la région qui fouillaient leur pays, mais aussi de leur fortune aussi. Ceci s'est effondré et je peux maintenant vous dire que 80% de la population libanaise est sur le seuil de pauvreté ou au-dessous du seuil de pauvreté, que nous avons 2 heures d'électricité par jour, que la gestion de tout se fait via des groupes de mafia, c'est des groupes mafieux, et que c'est un partage, comme le Liban a été un partage entre les communautés, ce qui malheureusement Paul Bremer, le gouverneur civil de l'Irak, a considéré comme étant une formule géniale et l'a transposée à l'Irak, qui n'a rien à voir avec ça.
même dans la Constitution, et il l'a appelé aussi, ça c'est une transgression que je fais, appelé la démocratie des composantes. Il faut être vraiment connaisseur pour faire une bêtise pareille. Nous, là, on vit très mal au Liban. On vit d'une façon qui est vraiment... c'est-à-dire, les Libanais ont eu très longtemps la possibilité d'être connus pour être des gens qui savent s'arranger. Ils sont des débrouillards. Mais cette débrouillardise, elle est aussi dans les élites, qui sont des élites très corrompues. Donc on est allé au bout de quelque chose. Je vois Michel Fauger qui souhaitait réagir. On est dans une table ronde. Donc c'est Paul Bremer que vous citez dans le premier paragraphe de ses mémoires, de proconsul américain à Bagdad. De la guerre d'Irak. Paul Bremer, c'est lui qui a détruit le parti Baas, l'armature politique. Et l'armée. Et l'armée. Et donc une partie de l'armée a changé de camp. Ils se sont retrouvés dans Daesh, avec tout le renseignement dont ils ont fondé. Voilà. Dans ce premier paragraphe, Paul Bremer dit la chose suivante, qui n'est pas forcément étonnante de la part des Américains. Quand je suis arrivé à Bagdad, je ne savais pas situer l'Irak sur la carte. Oui, oui. Ben oui, et il a demandé à 2 Libanais, enfin un qui est d'origine, je ne citerai pas des noms parce que c'est un scandale, un qui est d'origine palestinienne et dont les parents sont vraiment des gens merveilleux, et un autre qui est libanais, d'écrire la nouvelle constitution de l'Irak, et il a placé des gens qui étaient affiliés aux Américains, qui avaient construit le congrès irakien à Londres. On a là des pratiques d'empire, finalement. Oui, mais je vais dire un mot sur ça. Et puis, ces gens-là, à qui il a donné le pouvoir après avoir détruit la classe politique, mais toute la classe politique, pas que les basses, et l'armée aussi, démissionné, hein, sinon tué. Ces gens-là, après 2-3 ans, quand M. Bremer est parti, ont constaté qu'il était plus facile d'être plutôt pro-iranien ou de servir les intérêts iraniens. Le pays énorme et très proche, avec 1300 kilomètres de frontières communes. Le pays qui, avec l'Irak antique, a fait depuis 5000 ans des guerres sans s'arrêter, dont une guerre qui était récente, de 1980 à 1988, qu'ils pouvaient aussi profiter de leur position de dirigeants autoproclamés ou proclamés par les Américains et devenir des religieux fanatiques et servir les intérêts de l'Iran, ce qui a mis l'Irak, comme ça démembré, sous cette influence, disons, influence économique, influence politique, influence qui, je le dis, n'est pas religieuse. Ceux qui contestent la présence iranienne multiple en Irak, ce sont surtout les régions, les villes, les villages et les mouvements chiites. Le soulèvement de 2019, où il y a eu quand même une répression sanglante, où il y a eu 700 morts de jeunes gens qui faisaient des sit-ins, 700 morts en 3 mois, 25 000 blessés, ce sont des chiites, croyants ou pas croyants, mais d'origine sociale et religieuse chiite. Je raconte tout ça parce qu'on ne peut pas parler du Liban, surtout du Liban, sans parler de la région. On ne peut pas du tout concevoir qu'est-ce qui se passe dans ce pays, où il est, malgré la misère totale dans laquelle il vit actuellement, parce qu'en plus des guerres, dont la guerre dévastatrice de 2006, qui a finalement détruit la moitié de Beyrouth, la banlieue sud de Beyrouth et la moitié de Beyrouth, en termes de population, en termes de géographie aussi, mais il a aussi vécu cet effondrement de l'ensemble de la région. La Syrie, nous n'avons pas de frontières, nous, qu'avec la Syrie
et Israël et la Méditerranée. Alors, on va évidemment revenir sur ce moment-là du Mashrek, mais j'aimerais... Vous m'avez posé la question avant de me laisser dire une chose très importante. Je vous en prie, puisque je devais passer la parole à Kamel Jendoubi. Allons. Je voulais juste dire que j'ai assisté à la soirée René Char et que ça m'a énormément ému. Moi, je connais René Char, j'ai toujours lu René Char. Ça m'a énormément ému et la lecture de Anna Alvaro m'a encore plus ému. Et j'ai cru, en fermant les yeux dans le noir, que René Char parlait de ma région, parlait de la résistance aussi dans ma région, la résistance multiple. Et je me suis souvenu de mots et de vers de Mahmoud Darwish, le poète palestinien, qui parlait aussi de l'espérance et qui disait que les Palestiniens sont malades de l'espérance. Merci Nahla Chahal. On reviendra à la fin de cette table ronde sur cette dimension-là. Alors Kamel Jendoubi, on a entendu finalement le désastre entre l'Irak et le Liban. Et la Syrie, bien sûr. Salam Kawakibi et Hamid Bezarslan en ont beaucoup parlé hier. J'aimerais que de ce moment, d'éclaircie, de démocratie, de soulèvement, qui a été la révolution qui est partie quand même de Tunisie, auquel vous avez été pas simplement spectateur, mais un acteur de premier plan, puisque vous êtes devenu le premier ministre des droits de l'homme. Et je dirais rapidement comment on est passé de ce moment, je dirais, d'espérance à, là aussi, finalement, un retour à la dictature, puisque vous expliquez tout à l'heure que voilà, celui qui dirige la Tunisie aujourd'hui, Kais Saied, rend les choses particulièrement difficiles pour des acteurs des droits de l'homme et des penseurs des droits de l'homme tels que vous. Kamel Jendoubi. En fait, la révolution tunisienne a surpris tout le monde, y compris les Tunisiens eux-mêmes et je crois même les chancelleries. Parce qu'à l'époque, ce qui était admis, c'est que M. Ben Ali était un régime fort, soutenu d'ailleurs par l'Europe, par la France en particulier, et l'horizon de changement était totalement bouché. Surpris, parce que nous n'avons pas vu qu'il y a des mouvements de fond qui sont dans la société tunisienne et qui ont ressurgi à un moment particulier. Ces mouvements de fond sont liés d'abord à la situation interne, un déséquilibre économique, social. Et donc tous ces facteurs-là ont fait que il y a eu cette révolution. Alors ce qui est important, c'est qu'avant d'être ministre des droits de l'homme, c'était en 2015-2016, enfin important, ce que je dois souligner, c'est que on était affronté à un problème. Que faire de cette révolution, en réalité? Et ce n'était pas évident, parce qu'en réalité, nous n'avons pas été préparés. Aucun. Donc il fallait gérer les choses au jour le jour, carrément. L'intelligence collective, peut-être aussi les traditions en Tunisie, qui sont des traditions réformistes, de dialogue, de discussion liées à l'histoire un peu de ce pays, ont fait que ce moment-là a été quand même relativement bien géré. Dans le sens où nous avons trouvé des formules de transition très vite, en particulier en mettant en place une espèce d'instance, on l'appelle instance supérieure, qui allait préparer les conditions d'élections démocratiques, pluralistes, chose que la Tunisie n'avait jamais connue depuis Annabal, je sais pas, depuis 3000 ans. Et donc c'était l'enjeu premier, parce que ces élections-là étaient déterminantes. Soit on bascule vers la guerre civile, comme c'est le cas dans d'autres pays, quand ils sortent des situations de guerre ou de dictature, soit on bascule vers autre chose que nous ne connaissons pas, mais qu'on a appelé très rapidement transition démocratique. L'enjeu des élections, c'était 2011, et c'est une fierté pour nous, les Tunisiens. Il se trouve que, c'est pas pour m'en vanter, mais j'étais le président de l'instance qui a organisé ces élections-là. Je n'ai jamais fait d'élection avant. Même les gens qui étaient avec moi n'ont jamais fait des élections, parce qu'il n'y a jamais eu d'élections libres en
Tunisie. Donc c'est des mécaniques démocratiques à l'œuvre qu'il s'agit d'inventer chemin faisant, quoi. Il s'agit donc d'inventer dans un très peu de temps, puisqu'on était sous pression, il fallait donner une légitimité aux instances nouvelles, à cet État nouveau qui est en train d'être de naître, quelque chose qui doit être de l'ordre de l'approbation populaire, etc. En 5 mois de temps, avec des hauts débats, nous avons réussi ces élections, premières élections démocratiques pluralistes, qui a donné lieu à une assemblée constituante pour rédiger une constitution. L'idée de constitution en Tunisie n'est pas nouvelle. La première constitution tunisienne date du XIXe siècle. Et d'ailleurs, tous les partis qui ont dominé la Tunisie depuis l'indépendance, ils ont toujours dans leur dénomination le mot constitution, un rapport à la constitution. Le parti constitutionnel destourien. Le destour chez nous, donc les Tunisiens, en tout cas en partie les dirigeants ou l'élite, mais avec donc une espèce d'osmose avec la population, on a décidé d'engager cette aventure des élections de l'Assemblée. Donc pour vous, c'est vraiment une révolution démocratique. Et donc cette place de la démocratie, de cette révolution intérieure dont parle Yad Ben Achour, qui vient dans le monde arabe et de l'islam, c'est une dimension qui a été portée, c'est une dimension qui a pris forme à travers cette nouvelle constitution aussi, ces élections et une nouvelle constitution qui a été élaborée. Et bon, ministre des droits de l'homme, c'est quand même un engagement extrêmement fort dans le combat tunisien. Et voilà, on a l'impression, enfin plus que l'impression, on a assisté à un renversement, un peu cul par-dessus tête, de ce combat démocratique et des droits de l'homme par rapport à la réalité contemporaine. Et toujours dans l'idée de penser à un au-delà, puisqu'on cherche cette tension entre le droit et la force. Et que là, il y a un grand mouvement d'aspiration du droit et des libertés qui s'est affirmé, mais qui malheureusement s'est essoufflé ou effondré. Kamel Jandoubi. Une constitution qui consacre les droits de l'homme, d'ailleurs, dès le début du gouvernement provisoire. Et le droit des femmes aussi, d'ailleurs. Les droits de l'homme, qui consacre l'égalité homme-femme, qui consacre aussi la liberté de conscience, dans un pays à majorité musulmane, et qui consacre aussi l'état civil. L'article 2 de la Constitution conforte la nature ou la qualité civile de l'État. Vous savez, le débat. Mais une constitution seule ne suffit pas. C'est une condition nécessaire, mais pas suffisante, dans la mesure où les problèmes auxquels la Tunisie, ou les défis faisait face, savoir d'ordre social, d'ordre économique en particulier, n'ont pas été traités, ils n'ont pas été bien traités. Ce qui fait, ça crée une frustration qui s'est développée au fur et à mesure, pendant les années, et qui a créé une espèce de distanciation de la population vis-à-vis de cette nouvelle démocratie. S'y ajoute aussi, parce que dès le départ, il y a eu une espèce de diabolisation des acteurs de la révolution et de la transition en Tunisie, diabolisation qui n'est pas qu'interne seulement, animée par les nostalgiques de l'Ancien Régime, mais aussi externe, car c'est une démocratie naissante dans un contexte régional totalement autoritaire, hostile. On a peut-être sous-estimé, vu d'ici, le poids et la vigueur de ce qu'on appelle la contre-révolution, et notamment venant des Émirats arabes unis, d'Arabie saoudite. On l'a vu avec le soutien du maréchal Sissi. Et donc c'est une dimension... mais bon, ce ferment-là, il est toujours vivant en Tunisie. Il est toujours vivant, mais je pense qu'il y a une rupture, pour ne pas dire un échec. Il faut le constater. Parce que les dirigeants qui ont été élus, parce qu'il y a eu d'autres élections aussi démocratiques, pour l'essentiel, qui ont permis à des responsables politiques, à des partis politiques, la liberté d'association a été rétablie, la liberté des partis aussi, toutes les libertés publiques sont garanties en Tunisie à l'époque. Donc, cependant, les réformes nécessaires pour conforter ces libertés réellement n'ont pas été faites. Et on arrive aux élections de 2019 où ce monsieur, Kais Saied, mais pas que, gagne les élections dans un contexte où la population a le sentiment de n'avoir pas été
entendu par les politiques, par les élus, dans un contexte où il y avait un rejet de toute cette classe politique qui a été... Et en fait, le vote Saïd, le vote pour ce monsieur, n'était pas en réalité une adhésion à ce qu'il propose, parce qu'il ne propose rien, sauf un discours complotiste. C'est un vote contre, de rejet des politiques ou des classes politiques qui a assumé la responsabilité avant. Merci Kamel Jendoubi pour cet éclairage. Je voudrais que maintenant on revienne avec une dimension un peu philosophique. Corinne Pelluchon, vous qui avez travaillé en profondeur sur les Lumières, les Lumières à l'âge du vivant, et comment cette question, puisque quand même ce rapport aux libertés, aux droits de l'homme vient de l'héritage, de la philosophie des Lumières, héritage malheureusement très largement dévoyé. Donc j'aimerais que vous fassiez finalement ce lien, le droit et la force, l'au-delà des empires. Ça raconte quand même quelque chose de l'héritage des Lumières. Est-ce que cet héritage est pour penser à René Char, notre héritage n'est précédé d'aucun testament? C'est un héritage révolu ou c'est un héritage toujours vif? Corinne Pelluchon. Oui, alors d'abord, merci pour cette question parce qu'elle est importante, surtout au vu de ce qui a été dit hier sur parfois une critique qu'on peut comprendre de l'universalisme et que j'assume. Alors les Lumières, c'est vrai, il ne faut pas les figer un continent, un siècle. C'est vraiment, comme le disait Michel Foucault, une attitude qui consiste à regarder en face le présent pour identifier ses dangers et ses défis, avec l'espoir de relier la théorie et la pratique. Alors, il y a néanmoins, au-delà de la forme, quelques invariants, et en particulier... Et là, on pourrait dire que les Lumières commencent avec Socrate, et c'est vrai, au XVIIIe siècle, représente quelque chose d'important, mais c'est un processus toujours inachevé. Mais il y a l'idée, effectivement, du doute, de la liberté de penser, comme clé pour reprendre en main son destin, qui n'est pas figé, comme clé pour asseoir un ordre politique sur l'égalité, en dignité de chacun, et la capacité à se défaire de modes de pensée usé, contre-productif, donc aussi la rationalité, pas une rationalité hégémonique et surplombante comme celle sans doute des Lumières passées, mais une rationalité qui reste néanmoins nécessaire pour justement opérer cette autocritique indispensable à un héritage qui doit à chaque fois, à la lumière des défis actuels, mais aussi de la responsabilité à l'égard de notre passé meurtrier, être revisité. Alors, moi, je crois que c'est aussi, et là, en raison de ce que vous avez tous dit, je citerai, parmi les hommes des Lumières qui seraient des Lumières du XXe siècle, Jan Patočka, l'élève de Husserl, lequel pensait l'Europe non pas comme continent, mais comme figure spirituelle, comme sens. Mais Patočka, dans l'Europe après l'Europe, après Václav Havel, Jan Patočka vient bien. Philosophe tchèque qui a été défenseur des droits de l'homme, qui en est mort 10 ans après l'écrasement par les troupes soviétiques du printemps de Prague. Il est mort à la suite d'interrogatoires musclés de plusieurs heures, même à l'hôpital. On est allé le chercher pour finalement presque le torturer, mais il défendait justement l'idée de l'Europe. Quel héritage aurait l'Europe à donner sans s'imposer, alors même qu'elle a perdu l'hégémonie culturelle, qu'elle est consciente de ses crimes coloniaux notamment, mais autres, évidemment, Auschwitz, on pourrait ajouter Hiroshima, etc., que sont finalement, son mode de vie, la technoscience, pour aller vite, a dominé le monde, mais que son message philosophique a été trahi à l'intérieur comme à l'extérieur d'elle-même, et c'est le soin de l'âme. Qu'est-ce que le soin de l'âme? C'est le sens de la problématicité du monde, c'est l'antidogmatisme, c'est aussi un rationalisme qui ne serait pas aveugle à la dimension morale. C'est-à-dire que la raison, c'est vrai, souvent s'est inversée en irrationalité parce qu'elle a perdu son rapport à l'universel ou à l'universalisable et elle est devenue un instrument de calcul ne permettant plus de faire les distinctions entre le bien, le mal, le juste de l'injuste, et ce faisant, elle ouvrait un cycle maudit avec une quantification, une réification, donnant naissance à des phénomènes divers, mais que Adorno, Horkheimer ont bien diagnostiqué comme mettant la raison dans les raies de la domination. Bureaucratisation, totalitarisme au pluriel et dégradation finalement de l'humain qui se sent substituable. Donc du coup, et le soin de l'homme, c'est justement cet héritage
qui finalement a toujours été trahi et qui impose ce doute. Donc le doute, c'est vraiment les Lumières, la philosophie. La philosophie est née en même temps que la démocratie comme forme, pas seulement ensemble d'institutions, mais forme de vie, disait Castoriadis. C'est ça qui... Et j'entends dans ce que vous dites sur les révolutions arabes, quand même, cette importance pour l'humain et pour, dans l'organisation sociale, des droits de l'homme, de l'activité de la pensée, etc. Souvent des promesses pas toujours bien tenues, mais quand même, il y a ça, et c'est cet héritage qu'il s'agit de réactualiser sans Il ne vous paraît pas révolu, on ne peut pas parler de fin des Lumières, de fin de l'humanisme. Je veux dire, c'est des dimensions qui vous paraissent être des horizons, puisqu'on est dans l'au-delà des empires, dans la quête de... Oui. Oui. C'est un élément qu'il s'agit de reprendre à nouveau. Ben bien sûr, puisque justement le XXe siècle, et le XXIe, mais le XXe siècle, c'est le siècle de prise de conscience de cette inversion du progrès en régression, de la raison en irrationalité, qui impliquait une autocritique des Lumières, au niveau historique, mais aussi une autocritique de la rationalité, c'est-à-dire comment penser une rationalité qui ne soit pas seulement instrumentale. Et là, il n'y a pas seulement une critique du scientisme fait par le grand Husserl, le maître de Patočka, il y a aussi une réflexion sur le rapport entre nature-culture, sur la... C'est vrai, et là je vais citer une intuition très fine de Adorno-Horkheimer dans ce texte qu'ils ont écrit assiégé par la catastrophe, dialectique der Aufklärung, dialectique des Lumières. Eh bien, ils disent que la raison est prise dans les raids de la domination, qui est une triple domination des autres, mais aussi de la nature externe et de la nature interne. Et moi, je considère que c'est vrai, que peut-être la clé pour réconcilier la raison avec elle-même et sa dimension aussi normative, eh bien, c'est justement cette réconciliation de l'humain avec les autres vivants. Donc, cette répression de sa condition vulnérable, mortel, charnel, a peut-être ouvert un cycle maudit, et on se rappelle tous, parmi les grands critiques de l'humanisme moderne, Claude Lévi-Strauss, qui en 73 d'Anthropologie structurale disait que on a commencé par séparer radicalement l'humain des animaux, et en oubliant que l'humain était aussi un être vivant, on ouvrait un cycle maudit qui serait responsable de la discrimination envers des minorités toujours plus petites. Donc du coup, il y a l'idée non pas de jeter le bébé Claude Dubin en renvoyant l'universel, toute ambition universalisable, en renvoyant par-dessus bord l'humanisme qui, on se rappelle Montaigne et le Pic de la Mirandole, suppose de prendre l'humain dans sa singularité, son indétermination, sa créativité, et de peut-être commencer par lui poser des questions et lui demander de se mettre en question pour justement protéger la nature, les autres, etc. Non pas donc de rejeter l'humanisme, mais de le rénover, de le penser comme un humanisme de l'altérité, de la diversité. Et pour finir, je dirais que nous avons quand même en Occident aussi des ressources, même des ressources au niveau de la théorie de la connaissance, pour penser un universalisme qui ne soit pas arrogant, aveugle aux différences hégémoniques, mais latéral, je prends l'expression de Merleau-Ponty, qui puisse penser à chaque fois des perspectives qui configurent le monde, jamais on le configure de manière totale, où il n'y a pas une vision absolue des choses, mais pour justement quand même dégager des structures d'existence ou des pistes communes permettant de construire un monde commun, parce que, et je finirai par ça, si on abandonne toute idée d'universalisable, pas universel surplombant, mais de choses qu'on peut reconnaître comme valides, eh bien, au moins quelque temps, si on abandonne toute ambition universalisable, alors il y aura le relativisme, et celui-ci, hélas, fait toujours un terrain vide qui fait que les anti-lumières, comme structure intellectuelle qui s'oppose à l'autonomie, à l'égalité, à une société inclusive et à la rationalité, eh bien, elles qui existent et qui ont un projet politique d'asseoir leur politique sur l'essentialisme et la subordination d'une partie de l'humanité par l'autre, eh bien, celles-ci, et qui se font entendre leur voix de manière tonitruante, gagneront. Et enfin, pour arriver à développer
à un modèle de développement qui soit une alternative à la domination triple dont j'ai parlé et qui a des figures au niveau géopolitique, puisqu'elle transforme tout en une sorte de guerre, eh bien, il s'agit justement de dégager des pistes communes que chaque société pourra, à sa culture, penser. En tout cas, on va essayer effectivement de les tracer, ces pistes communes. Merci de ce plaidoyer critique des Lumières, et ça me fait penser à une citation d'un grand intellectuel allemand, Wolf Lepenies, puisqu'on va revenir avec Michel Fouché sur la dimension européenne, qui disait dans une série de leçons au Collège de France, citant Valéry, il faut chercher une politique de l'esprit qui ne vise pas à ordonner à des fins européennes le reste du monde. Et il me semble que cette idée-là, d'une politique de l'esprit qui n'est pas exclusive et donc qui distingue l'universel surplombant avec une dimension universalisable ou latérale, me paraît peut-être faire un très beau lien avec cette question européenne, cette dimension européenne. Michel Fouché, puisque c'est un questionnement qui est au cœur de votre réflexion, non seulement de géographe, mais de politique, de réflexion sur la philosophie politique. Est-ce que l'Europe est ou peut-être une puissance légitime, et en ce cas, est-ce qu'elle n'est pas, puisqu'on susceptible de redevenir un empire, et peut-être que, vu de l'extérieur, puisque l'Europe ne se pense pas comme un empire, c'est une addition, on en a parlé, Sylvie Kaufmann l'a évoqué clairement hier, les déficits de puissance par rapport notamment au monde russe ou au monde américain. Il y a quand même, vu de l'extérieur, on peut se poser la question, notamment sur la politique des frontières, pour le coup. Ceux qui cherchent à franchir ces frontières, ils ont peut-être l'impression qu'il y a un empire, non pas qui contre-attaque, mais qui se referme sur lui-même. Donc, comment est-ce que vous voyez cette question européenne dans l'idée de l'au-delà des empires et de quelque chose qui pourrait prendre forme pour notre 21e siècle, dans une perspective qui soit un peu moins noire que celle auquel nous sommes confrontés dans l'immédiat? Michel Fouché. La construction européenne est très exactement un au-delà des empires. Autrement dit, c'est le renoncement à l'empire qui a été la clé du passage à l'Europe. Je prends le cas de la France. Quand se termine l'Empire français, l'argot sensu empire, parce que l'Algérie avait un statut particulier. Mais bon, c'est le 18 mars 1962, les accords d'Évian. Je laisse côté Djibouti 1967. C'est fini. Et 4 mois après, très exactement 4 mois après, le 18 juillet de la même année, 1962, le général de Gaulle, président de la République, et le chancelier Adenauer se rendent à la cathédrale de Reims, à l'invitation de Monseigneur Marty, pour sceller la réconciliation franco-allemande et redonner un deuxième élan au projet européen, au sens communauté européenne à l'époque. Et puis, ça sera suivi le 22 janvier 1963 par la signature du traité de l'Élysée, qui est un traité où il y a beaucoup de choses, l'Office franco-allemand de la jeunesse, les conseils des ministres communs, les programmes communs, etc. C'est très frappant quand même, ce 1962, accord d'Évian, fin de la guerre d'Algérie, 1963, traité de... Non, 18 mars 62, 18 juillet 62, et puis la tournée triomphale de Gaulle en Allemagne, où il parle en allemand à tout le monde, notamment à la jeunesse allemande, en allemand. Il a appris ses discours par cœur. Donc, c'est un pivot géopolitique tout à fait extraordinaire. Ça se fait d'ailleurs aux dépens des Pieds Noirs, qui n'intéressaient pas le général de Gaulle. Mais pourquoi est-ce qu'il fait ça? Parce qu'il a un sens aigu de l'histoire. Mais ça a été préparé de longue date, parce que notre engagement, nous, Français, dans le traité de Rome, où on a traîné un peu les pieds, en fait, c'est les Américains qui nous disent d'agir plus vite, qui disent à Robert Schuman, notre acceptation de signer le traité de Rome, avec toute une série d'éléments de mise en commun de ressources, charbon, acier, etc., c'est une conséquence directe de la défaite de Dien Phu, 1954, et de notre défaite diplomatique à Suez, en 1956. Donc on est toujours dans des démarches post-impériales ou post-coloniales. Donc j'insiste là-dessus, mais c'est valable aussi pour les Portugais,
La révolution des œillets, 74, c'est la fin de la guerre en Angola, au Mozambique et en Guinée-Bissau. Ils déposent leur candidature à l'Union européenne en 77. Et donc, on peut faire, si vous voulez, la liste des fins d'empire. Le Troisième Reich, c'est évidemment en 45, la chute de Berlin, etc., etc. Donc, c'est la réponse que nous avons donnée. Est-ce que ce renoncement est total ? Bien, je vais citer quelques chiffres qui vont troubler votre esprit. Allons-y, nous sommes là pour ça. Très bel institut de sondage, et vous pouvez vérifier ce que je dis par vous-même. Très bel institut de sondage à Londres qui s'appelle YouGov, gouvernement. Travail de terrain dans 8 pays qui ont eu des empires. 10 juin, 17 décembre 2019. Je crois qu'il y a eu 20 000 entretiens. 3 questions. C'est dans le contexte du Brexit, enfin post-Brexit. Première question, est-ce que vous pouvez être fier, assez fier ou honteux d'avoir eu un empire? Fier. Royaume-Uni, 32%, le tiers de la population. C'est les Brexiteurs. C'était mieux avant. Pays-Bas, 50%. Parce que l'Indonésie était, si j'ose dire ce mauvais jeu de mots pour un pays d'élevage, la vache laitière, la vache à lait plutôt, de Pays-Bas au moment de la reconstruction après la guerre. France 26, Italie 21, Espagne 11, Belgique 23 comme la France, le Congo, et puis c'est rassurant, Allemagne 9, Japon 18. Qu'est-ce qu'on a laissé de bien sur place? Je passe. La troisième question est tout à fait extraordinaire. Would you like to still have an empire? Est-ce que vous voudriez encore avoir un empire? On est en décembre 2019, et c'est pas moi qui l'invente. Hein. C'est pas... Royaume-Uni, 27. On aimerait encore avoir un empire, le Commonwealth, etc. Incarné d'ailleurs par cette femme extraordinaire qui est non seulement l'ancienne reine d'Angleterre, mais c'est la reine gracieuse d'une décolonisation réussie. On devrait s'en inspirer à l'Est. Aux Pays-Bas, 26. Autrement dit, 26% des sondés néerlandais aimeraient encore contrôler l'Indonésie. Rassurant pour nous, Allemagne 9, Japon 7. Mais nous, l'Espagne est à 17. Les Espagnols sont malheureux de la perte de Cuba. Ça, Joseph Borrell le dit toujours. 1880. Italie 14. Belgique 21. Et nous, on est à 17. Autrement dit, on n'a pas complètement terminé. Le renoncement n'est pas total. Mais si j'insiste à ça, c'est parce que le fait que ce renoncement ne soit pas total nous complique un peu les choses dans cette nécessaire réorganisation de notre rapport au monde. Et vous voyez, en ce moment, on en prend plein la figure, que ce soit dans la propagande moscovite ou celle des généraux burkinabés qui n'ont d'autre légitimité que de s'en prendre à la France. Donc on n'a pas encore complètement terminé, et ça c'est un travail que nous devons faire. Il faut qu'on réorganise notre rapport au monde au-delà des empires. Et merci Michel Fouché. Et donc pour juste le projet européen vous paraît-il crédible? Puisque pour citer Kamel Jandoubi, je vais faire le lien dans une interview qu'il a donnée au Monde après justement la guerre entre Israël et Hamas et Israël et Palestine. Il dit l'Occident restait le bastion qui respecte le droit contre la force. Or, cela se révèle faux. Et donc, ces beaux idéaux européens, des Lumières, etc., on a l'impression quand même qu'ils sont parfois un peu à double standard. Comment vous percevez ça? Puis on va évidemment... En deux mots, ils sont à usage interne. C'est déjà pas mal. Hein. On a quand même, mis à part la guerre civile yougoslave, qui est une guerre d'anciens marxistes qui sont devenus nationalistes 24 heures plus tard, et tous perdus d'ailleurs, en laissant des drames épouvantables et des États non viables. C'est déjà pas mal d'avoir eu la paix sur le continent européen depuis 1945 jusqu'au 24 février 2022. C'est une réussite. Ça n'était jamais arrivé sur 2 millénaires. La dernière paix
qui n'était pas européenne mais méditerranéenne. Ça, c'est le bon côté des empires. C'était la Pax Romana, qui était la seule période, Thierry Fabre le sait bien mieux que moi, où il y a eu une espèce d'unité politique, ou en tout cas géopolitique, des 2 ou 3 rives de la Méditerranée. Après, ça s'est terminé, la division de l'Empire, etc. etc. Donc, il y a quand même, si vous voulez, on a établi la paix entre nous et on a su, à la libanaise, en quelque sorte, fabriquer du compromis. C'est le secret, c'est le compromis. C'est le compromis entre forces politiques, c'est le compromis entre États, entre les anciens et les nouveaux. Mais l'Union européenne n'est pas un État et ne sera jamais un État. Et c'est notre difficulté dans la compétition internationale, c'est qu'on est, tant au plan économique qu'au plan militaire, en compétition avec des États, avec les systèmes de décision à Washington et à Pékin, surtout à Pékin, centralisés, relativement efficaces. Donc c'est une difficulté. Donc on est obligé constamment de fabriquer du compromis. Quant à ce qui se passe au Proche-Orient, j'ai le regret de dire qu'aujourd'hui, on a complètement perdu la main. Puisque vous voulez des exemples personnels, moi j'ai été 5 ans conseiller spécial du ministre des Affaires étrangères, sous le gouvernement Jospin. Le ministre était Hubert Védrine. Et le président, on s'entendait très bien avec le président de la République. Jacques Chirac était obsédé par les questions proches et moyen-orientales. Il n'a pas réussi à faire comprendre à Bush qu'il ne fallait pas aller en Irak. Mais Bush ne savait pas ce que c'était qu'un chiite. Il ne connaissait pas l'influence de l'Iran sur l'Irak. L'ignorance absolue, et pire que Paul Bremer. À l'époque, Chirac avait bien compris, Chirac nous avait donné instruction de nous occuper du fameux processus de paix. Je fais un petit calcul, nous passions le quart de notre temps au cabinet de Védrine à nous occuper, sans succès d'ailleurs, des affaires du processus de paix. Tout a été cassé, évidemment, après l'assassinat de Rabin par un extrémiste israélien, ce dont on n'a absolument pas voulu parler il y a quelques semaines à Tel Aviv. On a fait le blackout total là-dessus, la cérémonie d'hommage a été interdite. Donc, vous voyez, on était très... Et puis après, on a mis tout ça sous le tapis. On a cessé aujourd'hui d'avoir la moindre influence sur ce qui se passe là-bas. Alors, Kamel Jendoubi, que j'ai cité, et ensuite un Narlachal, et puis évidemment Corinne Pelluchon, où j'aimerais que, pour terminer cette table ronde, avant de laisser la parole au public, on ait quelques mots sur ce que la vision, je dirais, la conception de l'espérance, la projection dans l'avenir que chacun peut avoir. Et je vois Kamel Jendoubi à vous lire que vous êtes assez critique de ce que vous avez perçu, entendu dans le rapport aux valeurs européennes, démocratiques, du droit, tel que ça se joue aujourd'hui sur la scène internationale et notamment au Proche et au Moyen-Orient. Kamel Jendoubi, puis Narlachal et enfin Corinne Pelluchon. Je suis vraiment un peu, comment dirais-je, j'ai un malaise de parler ça, un malaise personnel, parce que en mon fort intérieur, je suis, comment dirais-je, je suis déchiré, je suis fracturé, parce que je fais partie d'une génération qui est passée, disons, du romantisme révolutionnaire à la croyance fondée sur des valeurs de l'universalisme, du dialogue, de la paix, à essayer de réformer et de pouvoir donc trouver les outils de pouvoir instaurer un système démocratique qui tient pluraliste et qui laisse la place à toutes les expressions, à condition bien évidemment qu'il soit pacifique. Cette croyance-là, elle est fondée aussi sur ce que j'ai vécu. Moi, le monde m'a influencé. Ma présence en Europe, en France, a été déterminante, c'est évident. Toute ma vie était une convergence avec les humains. Ce sont les convergences qui m'ont fait. Et ce ne sont pas des convergences factices, c'est des luttes. Et quand je suis arrivé à la responsabilité des élections d'un côté, mais je vous assure, pour moi, à l'époque, c'est une victoire contre la présupposée idée impériale de l'infériorité des Arabes par rapport au phénomène démocratique. Et ça me rappelle ce que Kassir Kassim disait du malheur des Arabes, d'être toujours persécutés, qu'il ne revenait qu'à eux-mêmes de se libérer. Et moi, le 23 octobre 2011, j'avais la conviction que pour les Tunisiennes et les Tunisiens,
nous avons pris ce chemin-là, nous avons pris notre avenir entre les mains pour pouvoir définir un horizon démocratique, etc. Mais quelques années après, le 7 octobre, ce qui s'est passé, c'est-à-dire une action militaire qui, d'un côté, a, comment dirais-je, frappé, a ouvert une prison d'une manière violente, une prison à ciel ouvert, qui est Gaza, et qui a aussi plu en quelque sorte aux masses arabes. Mais est-ce qu'on peut aussi, et c'est ça ma preuve, oublier ou ne pas tenir compte des civils qui ont été assassinés à cette occasion? Et donc, la réaction que j'ai vue, que j'ai vécue de l'Occident, ce terme d'ailleurs que je n'utilisais que rarement avant, qui m'est imposé à moi de par toutes ces débats, ces discussions, ces débats. Je ne sais pas s'il y a débat. Moi, je n'ai pas l'impression qu'en France, on débat de ça. J'ai l'impression plutôt qu'il y a une idée dominante, un matraquage pour faire valoir une seule lecture du droit international, validant les crimes de guerre d'une partie et laissant de côté les autres crimes de guerre éventuellement. Je pense, et c'est ça la situation dans laquelle, ou le malaise dans lequel, d'ailleurs, on est mis sous deux feux en quelque sorte. Une injonction du Sud, chez moi, ou une injonction où le monde est aujourd'hui expliqué par le complotisme. Si on est mal, si on est... Et dans tout cela, qui a perdu et qui a gagné? Dans tout cela, moi j'ai la conviction, et pardonnez-moi si je suis pessimiste, ce sont les idées de l'universalisme. Ce sont l'idée même que l'Occident, qui a été et qui reste, qui pouvait nous inspirer d'une certaine manière, malgré ses dérives, malgré ses erreurs, malgré ses crimes, eh bien cette idée-là est en train de reculer peut-être 50 ans en arrière. Il fallait donc recommencer. C'est un éternel recommencement de former encore une nouvelle génération pour pouvoir les réconcilier avec peut-être un nouvel universalisme qui tiendrait compte, comme vous l'avez dit, du vivant. Parce qu'après tout, voilà la situation dans laquelle on est. C'est pourquoi je dis la prétention qu'a l'Occident de dire qu'il est le bastion de l'universalisme et les droits de l'homme, etc., s'avère pas juste, elle s'avère fausse. Narla Chahal, vu depuis Beyrouth, moi, le j'ai Liban. beaucoup de questions à Michel et à Madame. Je pense que dans toutes les lectures très intéressantes qu'on a entendues, il manque une grille, celle de l'économie. Qu'est-ce que le capitalisme aujourd'hui? Le capitalisme aujourd'hui n'est plus productif. Le capitalisme aujourd'hui, les usines d'armes et l'extraction en dehors du centre du monde, l'Europe ou ce que vous voulez, l'extraction des biens des anciennes colonies sont la base de l'économie actuelle. Le capitalisme actuel européen, je ne parle pas de l'Arabie saoudite. Le capitalisme central actuel est un capitalisme rentier qui se base sur les banques, sur la spéculation financière, sur le capital financier et sur la prédation du gaz, du pétrole, de l'or et des ressources en Afrique et en Amérique même du Sud et chez nous au Moyen-Orient. Je pense que le monde n'est pas géré par les idées. Les idées, c'est très important.
C'est très, très important. Les convictions sont très importantes. C'est vraiment quelque chose de précieux. Je comprends que l'histoire se fait dans la continuité et l'accumulation, mais il y a des ruptures. Et là, avec ce qui se passe, on a, après l'Irak, il y a eu la première rupture, mais c'est la continuité de cette rupture déjà, une deuxième rupture. C'est bien si la Méditerranée n'a pas débordé à cause des 2 porte-avions américains et des sous-marins nucléaires. Moi, je pose la question suivante. Vous avez l'air de croire que l'humanité est en train de continuer. Moi, j'ai aimé une phrase d'un littéraire de Daniel Pennac qui dit « un futur sans avenir ». À cause aussi, c'est terrible, à cause aussi du fait qu'on a accepté de renouveler le contrat de cette horreur qui s'appelle le glyso, je ne sais pas quoi, pendant 10 ans, à cause aussi du fait que l'extraction du pétrole et du gaz a augmenté de 50% l'année dernière, en 2022, alors qu'il fallait qu'elle baisse. Je ne sais pas si l'humanité va continuer à exister. J'ai vraiment un doute là-dessus. Et le fait qu'il y ait ce massacre des Palestiniens sans que ça fait bouger les sentiments. Le fait que, pour la France, parce que je suis aussi française, pas que irakienne et libanaise, que la France, pendant 2 ans, soit gouvernée par le 49.3, n'est-ce pas? Je ne comprends pas. 16 fois. Vous ne voulez pas? On sort comme un pistolet, on sort le 49.3. Ça veut dire quoi la démocratie dans ce cas-là? Comment se construit la démocratie dans ce cas-là? Comment se construit la démocratie quand M. Biden dit non, il n'y a pas de ligne rouge au nombre de personnes qui peuvent être tuées à Gaza? Comment? Merci Nahar Chahal. Donc, je me retourne quand même vers le monde des idées, vers la philosophe. Cette phrase de cet écrivain bien connu à Marseille qui est venu pour le festival Au les Beaux Jours, qui est Daniel Pennac, un futur sans avenir. Vous qui questionnez finalement la recherche dans votre livre d'un autre cap, en faisant référence à ce très beau livre de Jacques Derrida, qui évoquait aussi la pensée de midi qui m'est si chère, qui vient d'Albert Camus et de la quête des limites. Est-ce que vous voyez là aussi une possibilité de formuler des termes possibles d'une espérance au-delà de ce futur sans avenir? Corinne Pelluchon et puis Michel Fouché, et enfin je vous donnerai bien sûr la parole pour un débat. Corinne Pelluchon. Oui, alors personne n'oublie l'économie, et surtout pas ceux qui avaient fait le diagnostic justement à Dorn-Horkheimer de la dialectique des Lumières. Et je voudrais juste, avant de vous répondre, c'est vrai, par exemple, l'Europe a failli parce que c'est vrai, son télos, malgré toute sa grandeur, son unité transnationale, son homos, mais son télos, la paix, la prospérité, c'est vrai, avec la mondialisation, et puis les réponses qui ont été données avec ces agences de notation. C'est clair que c'était même un démenti un petit peu à son but. Et aujourd'hui, je crois vraiment que la question, c'est de redéfinir ce projet politique de l'Europe, ce télos. Et pour moi, la question écologique, à condition qu'on en saisisse la profondeur, qui n'est pas seulement liée à la réduction, à la lutte contre le réchauffement climatique et l'érosion de la biodiversité, même si c'est très important, très exigeant, mais qui implique le partage des nourritures, ressources, ou plutôt des nourritures, donc la justice sociale, les conditions de travail, les changements dans les modes de production et
la question existentielle, la question d'un sens de l'existence qui ne peut pas être seulement celui que justement le capitalisme, au-delà de ce modèle économique, il conduit à une érosion des relations humaines, il conduit à une désubjectivation. Et le diagnostic a déjà été fait et nous avons aujourd'hui devant les yeux quand même des signes d'un effondrement du sens moral et d'une incapacité parfois à voir à l'inacceptable. Donc c'est ça qu'il faut empêcher. Et je reviens encore au fondateur de l'école de Francfort qui articulait une réflexion sur le psychisme, la subjectivité et à une réflexion critique sur les normes économiques, sociales et politiques. Alors, l'espérance, souvent quand on parle d'espérance, les gens pensent qu'on est bien, on est un petit peu... bien pensant. C'est tout le contraire. C'est tout le contraire. L'espérance comme... surmonter le désespoir peut-être, en tout cas la nuit. Cette nuit se fait d'un impossible, qu'on n'arrive pas à trouver autre chose que ce modèle de développement qu'il est facile de dénoncer, qu'il est difficile de remplacer. C'est pourquoi peut-être parce que justement nous sommes colonisés par ce que j'appelle moi un schème de la domination, qui suppose qu'il faut même aller au-delà de la critique du capitalisme, dont on voit bien que malgré ses contre-productivités, il continue et que nous le nourrissons beaucoup trop. Donc du coup, qu'est-ce qui peut et quel est le... Que doivent faire les gens qui écrivent, qui enseignent ou qui font de la philosophie? Je crois accompagner un mouvement déjà là et qui pourtant a contre lui des forces immenses de la destruction, mais accompagner un mouvement déjà là, où il y a des signes avant-coureurs, des signaux faibles qui soulignent le désir de personnes de vivre autrement, peut-être d'avoir plus de sens dans leur existence, plus de convivialité, je le dis à Marseille, la ville de la convivialité, et aussi d'avoir plus, de penser la justice aussi à l'égard des eux qui viendront et des autres vivants. Moi je suis plutôt mélancolique, donc voilà. Et d'une certaine manière, avoir traversé le négatif fait que je sais aussi qu'il faut en sortir et qu'il y a une dialectique destructrice de la souffrance qui s'inverse en dégoût de soi, en accusation, en tyrannie du bien. Je le sais trop bien, mes amis animalistes aussi souvent tombent dans cette tyrannie du bien liée à des visions d'horreur quotidiennes. Donc du coup, et quand je vois des bébés, je me dis on ne peut pas leur annoncer seulement tout va mal. Il faut donc faire, tu dois donc tu peux. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Je crois accompagner un mouvement, pas très puissant, mais déjà là, pour lui donner une structuration. Et c'était ça, ce geste des Lumières du vieux Kant, nommer une époque qui, alors lui c'était la Révolution française, bon, mais qui en tout cas essayait de nommer une époque en identifiant ses dangers, ils sont là, ses ressources, ses défis, et essayer de donner l'énergie. Donc un autre cap est possible. L'énergie. Vous qui avez travaillé sur Derrida, un autre cap est possible. Cap. Oui, et puis la pensée de midi, c'est vrai. On pourrait penser que c'est mou, c'est des synthèses improbables entre des contraires. Non, c'est la tension des contraires. C'est vrai qu'il faut beaucoup de radicalité pour être modéré. C'est curieux. Merci, c'est une magnifique conclusion. Si Michel Fauché veut dire un mot pour nommer son espérance, s'il en a une qui est peut-être européenne ou méditerranéenne ou d'alliage des deux, que sais-je? Être lucide et accepter les réalités, même inconfortables. Alors, dans le livre de Corinne Pelluchon sur l'espérance, je suis tombé sur cette citation d'Héraclite qui va terminer cette première phase avant de laisser la parole, où il dit ceci, qui je crois est très frappante, et donc Héraclite, un grand penseur présocratique, la nuit n'est tombée que pour ceux qui se sont laissés tomber dans la nuit. Pour ceux qui sont vivants, le soleil est neuf chaque jour. Le soleil est à vous. Alors, nous avons, comme chaque année, un partenariat avec Sciences Po Ex, et vous avez aussi la magnifique gazette qui est proposée par les étudiants et qui rendent compte à leur façon et très librement de ces quatre tables rondes. Et donc, une première question qui vient là, qui a été travaillée et préparée. Si on peut éclairer un petit peu la salle de façon à voir le public, c'est plus facile pour donner la parole et de voir ceux qui lèvent la main. Oui, bonjour.
Bonjour, je suis un peu stressée. Parlez bien devant le micro qu'on vous entende. Oui, pardon. Je tremble, ma voix tremble, je suis désolée. C'est difficile de prendre la parole dans une salle. Ah oui, Nahachal, je partage votre désarroi et je vous remercie d'avoir mis cette belle phrase sur la table. Les Palestiniens sont malades d'espérance. Je voulais savoir quelle était votre définition de l'espérance et puisque nous représentons peut-être le futur de l'humanité, qu'est-ce qu'on peut faire pour contrer tout ça, quoi. Enfin, merci d'avoir mis la réalité sur la table. Voilà. Je vais prendre 2 ou 3 questions et puis donc est-ce qu'il y a une main quelque part? Oui, monsieur là au milieu, si vous voulez. Ah, voilà, à gauche d'abord, dame, et puis après monsieur au milieu. Bonjour. Bonjour. J'ai une question parce qu'il me semble qu'il y a eu un silence aussi là-dessus. C'est quelle est, au-delà des empires, des frontières, et dans l'universalité et dans la vulnérabilité, quelle vous paraît être, et c'est une question pour tous les gens de la tribune, le rôle des femmes, des droits des femmes, des révoltes des femmes dans l'au-delà des empires. Merci madame. Monsieur, là s'il vous plaît au milieu. Là, voilà, levez-vous, comme ça on va vous passer le micro. Non monsieur, c'est là la personne pour l'instant. Voilà. Monsieur qui a le pull blanc, voilà. Si on peut vous donner le... Non, ce sera après, monsieur. Vous inquiétez pas, on a du temps. On se passera un peu de manger. Si vous voulez bien passer le micro, merci. Voilà, c'est le passage du témoin, toujours. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour. S'agissant de fin d'empire, il me semble que l'Empire britannique fait face à une fin qui a été précipitée par la non-violence et par l'action de Gandhi. Et donc ma question est aujourd'hui, voyez-vous des germes d'action non violente à la fois structurées et agissantes? Et à ce propos-là, est-ce que quelque chose comme l'encyclopédie Fratelli Tutti du pape est un signal fort ou un signal faible pour vous? C'est vrai que nous avons une grande visite historique du pape à Marseille et de théologie de la Méditerranée, avec un vrai message de paix et notamment contre l'indifférence. Donc nous sommes, comme vous le savez, partenaires de SOS Méditerranée aux rencontres d'Averroès. Narlachas, la question était directement posée par l'étudiante sur les Palestiniens et l'espérance, et puis après à tout le monde sur le rôle des femmes, et enfin sur l'Empire britannique, Gandhi, le pacifisme, mais j'ajouterais peut-être Michel Fouché, Nelson Mandela. Narlachas. Je vais vous lire un texte de Mahmoud Darwish qui dit « Être palestinien, ce n'est pas une profession. C'est aussi affirmer qu'un être humain, même dans le malheur, peut aimer l'aube et les amandiers en fleurs. Écrire un poème d'amour sous l'occupation est une forme de résistance. L'espoir et la maladie incurable des Palestiniens, j'ai choisi d'être malade d'espoir. » La réponse est dans le poème. Il a aussi, juste, je vous le note pour que vous le voyez, il a écrit dans un autre recueil, le discours de l'homme rouge, un peau rouge américain, où il y a eu 70 millions d'exterminés par les colonisateurs européens qui ont découvert ce nouveau monde. L'homme rouge, donc, la peau rouge, il vous manquera au blanc le souvenir de l'adieu à la Méditerranée. Et il vous manquera une défaite dans les guerres. Une défaite dans les guerres. Une heure pour hésiter devant 2 chemins. Et il vous manque l'hésitation des armes. Et s'il faut nous tuer, ne tuez point les êtres qui avec nous sont liés d'amitié. Et ne tuez pas notre passé. Alors, prenez tout votre temps pour la mise à mort de Dieu. Il faut
se battre, il faut s'engager, il faut avoir déjà une position à l'égard, je crois, c'est ça l'espérance, avoir une position à l'égard de ce qui se passe, de tout ce qui se passe. Pas que de la Palestine ou des Palestiniens ou des Irakiens ou je ne sais pas. Je pense que le désengagement, l'individualisme qui est ambiant, sont aussi la maladie de nos sociétés, surtout des sociétés qui ont encore un peu de confort, qui ne sont pas dans la misère la plus totale. Ça, c'est très important de le dire. C'est de là que peut venir un changement. Il y a toujours le temps pour faire un changement, même si on est en train de détruire la planète, mais il y a toujours le temps de faire un changement et il faut que ça parte des endroits qui sont les plus aisés, disons. Parce que je vous dis, les autres endroits sont dans une situation où il est même difficile de respirer. Alors, Merci Narla. Sur le rôle des femmes, j'aimerais bien entendre aussi Kamel Jendoubi, parce que je sais que c'est aussi un de ses combats, notamment en Tunisie, et que voilà, la place des femmes dans le droit, dans la Constitution, n'est pas sous-estimée dans le combat qui a été mené pour ce qu'on appelle les droits de l'homme, avec un grand H. je peux juste dire une chose. Je vous en prie. Avant, pour les femmes, 35% des familles de Gaza sont dirigées, gérées, nourries et tout ce que vous voulez par des femmes. Toutes les initiatives de solidarité, je connais le Liban, mais je connais aussi l'Irak, toutes les initiatives de solidarité se font par des femmes. L'espérance telle qu'elle a été définie ou décrite, pour moi, elle est dans les femmes aussi. Elle est portée par les femmes. Et on dit entre nous, quand on discute, etc., que c'est grâce aux femmes qu'on s'est libéré et c'est grâce aux femmes qu'on va se libérer. Et ce n'est pas des phrases qui se disent ainsi, hein, comme ça. C'est vraiment des faits historiques, c'est des mouvements sociaux, c'est des luttes, c'est des combats qui nous a donné, par exemple, la Constitution de 2014 en Tunisie, qui n'est plus maintenant. Il faut savoir que l'actuel président l'a complètement supprimée. Il a supprimé l'égalité entre les hommes et les femmes. Il a supprimé le caractère civil de l'État, tout ça. Ce sont les femmes et le mouvement féministe tunisien qui a joué un rôle absolument fondamental pour pouvoir donc avoir cette constitution. Et ça a commencé par des grandes manifestations juste après la Révolution, en 2013 et après, mais ça a aussi un combat qui durait depuis des années, bien avant la Révolution, et même les femmes qui ont joué aussi un rôle pour l'indépendance de la Tunisie, etc. De l'espérance, c'est les femmes auxquelles on ajoute aussi les jeunes, parce que l'enjeu qui me semble important et auquel il faut participer, c'est vraiment de transmettre sans aucune arrogance un certain nombre de notions, notamment la résistance à l'autoritarisme et aux dictatures. Ça, c'est important. Aujourd'hui, on se trouve aussi qu'il faut aussi transmettre un certain nombre de valeurs qui sont fondamentales, notamment en termes d'humanisme. Et nous allons avoir une difficulté, mais nous allons continuer à le faire. Nous allons le faire pour le temps qui nous reste à vivre. C'est aussi une manière d'espérer que le monde changera. Empêcher que le monde ne se défasse, disait Camus. Corinne Pelluchon, dans vos réponses un peu plus brèves pour laisser la place au public. Alors, deux points. Je donnais à Michel Fouché de dire quelques mots sur l'Empire britannique, Gandhi et peut-être Mandela.
Oui, deux Les points. femmes, Alors, je dirais que l'apport du féminisme, comme d'ailleurs de la pensée postcoloniale, c'est d'avoir, à partir de situations de domination, en tout cas périphériques, c'est pointer les angles morts des théories. Par exemple, libéralisme, séparation privée-publique, État neutre sur le point de vue du genre, eh bien non, c'était les accès au poste à égalité, disait Rawls, c'était incompatible avec la double journée, etc. Donc du coup, le féminisme, l'écoféminisme, qui a pointé le lien entre santé et environnement, qui était un petit peu l'angle mort de la réflexion avant. Donc ça, c'est vraiment le postcolonialisme, vous l'avez souligné, qui a souligné le lien essentiel entre l'extractivisme et le colonialisme. Alors ça, c'est le premier point. Et le deuxième, c'est qu'au-delà des luttes pour la reconnaissance, l'égalité des droits, la considération, tout ça, que ce n'est pas des luttes gagnées, y compris dans nos pays, eh bien, il y a une dimension stratégique du féminisme, en particulier en mettant en lumière l'importance de la vulnérabilité, de la corporéité, aussi le lien avec la question du care, parce que c'est quand même le vœu de penser un rapport aux autres, humains, autres qu'humains, qui n'est pas de domination. Bref, c'est une réflexion quand même sur une puissance. Et Dieu sait si les femmes doivent s'affranchir de schémas patriarcaux que même elles ont intériorisés, une réflexion sur la puissance qui n'est pas la force, une réflexion sur la puissance et qui ne reconduirait pas la domination dénoncée. Et ça, c'est le défi des postcoloniaux comme des féministes aujourd'hui. Ne pas d'abord être seulement dans la malédiction de la victimisation, mais ne pas non plus reconduire la domination qu'on dénonce et qu'on a raison de dénoncer, mais essayer de montrer autre chose. Donc une force d'émancipation, et vous voyez en quel sens, comme vous le dites, donc le féminisme est un humanisme en ce sens-là. Merci Corinne Pelluchon. Quelques mots sur ce sujet, surtout la réponse peut-être à la question sur l'Empire britannique, c'est à la fin, et des sorties si ce n'est par la paix, en tout cas par des acteurs qui l'ont porté. Dans ma génération, j'ai vu deux sorties de régimes extrêmement durs, autoritaires, qui au fond n'ont pas créé le désastre qui était annoncé, la fin de l'Empire soviétique, et puis la fin de l'Afrique du Sud, grâce à une grande figure qui était Nelson Mandela, ou d'ailleurs Gandhi a été en Afrique du Sud. Peut-être sur cette... est-ce qu'on est dans l'illusion du pacifisme ? L'Empire soviétique, le désastre, c'est 20 ans après, hein, parce que c'est toujours ça la question qui est posée à Moscou. Hein. Ils ont été incapables, enfin, c'est pas le sujet, mais ils ont été incapables d'analyser les causes internes de l'effondrement de leur système. C'est ça la vraie raison. Il y a un refus, il y a un déni absolu. C'est ça la raison. Donc voilà, et on envoie. Et là, l'action non violente, je suis désolé, quand vous êtes ukrainien, ça marche pas. Je devais dialoguer mercredi à Cité Philo à Lille avec un Ukrainien, un philosophe ukrainien sur l'Ukraine, et finalement il n'est pas venu parce qu'il a été nommé commandant de son unité. Alors pour lui, en ce moment, il est sur le front. Il n'est pas à Lille pour dialoguer avec moi. Action non violente, oui, Gandhi. Mais enfin, il y avait déjà une décision britannique de partir. Ça s'est plutôt bien passé jusqu'à l'indépendance formelle, mais ensuite, il y a eu la partition de l'Empire des Indes. Et il y a eu des millions de morts dans les échanges de population entre les Sikhs, les hindous et les musulmans, à la suite du découpage voulu par Ali Jinnah. Les dirigeants musulmans qui voulaient un État indépendant, dont les Indiens hindous ne voulaient pas. Donc là, bon, guérilla absolument terrible en Malaisie, et puis la répression de la révolte Kikuyu au Kenya. Donc, si vous voulez, il y a un ensemble, hein, mais il y a Nkrumah qui est très tôt panafricaniste. Mandela, je suis désolé, Mandela, c'était pas un pacifiste. Hein. L'ANC, c'est un mouvement armé. C'est un mouvement armé. Et en fait, attention, Mandela, il résiste en prison, c'est-à-dire qu'il refuse de se rallier, de faire un compromis, mais ce qui va faire bouger les dirigeants afrikaners, c'est la pression américaine, en particulier sous l'effet de l'électorat noir américain démocrate,
C'est le fait qu'il faut sortir de la guerre froide en Afrique, guerre par procuration, et puis c'est l'isolement, je dirais presque intellectuel, psychique des Afrikaners par rapport notamment aux Pays-Bas, à leurs racines, et puis bien sûr les sanctions, mais c'est le seul cas où des sanctions économiques ont fait bouger les choses. Donc en fait, les mouvements d'émancipation sont malheureusement très rarement des mouvements pacifiques. Merci de cet éclairage. Je pensais effectivement au Mandela de l'après-ANC comme chef d'État. Encore une vague de questions. Oui, devant, s'il vous plaît. Et puis j'irai là-haut après. S'il vous plaît, là devant, si vous pouvez donner le micro, levez bien la main. Voilà. Monsieur, si, voilà, merci. Là. Bonjour et merci pour vos savants et pertinents éclairages. Alors, Monsieur Michel Fouchier a rappelé la figure de Monsieur Begin, et pour ce qui me concerne, de Monsieur Begin, Rabin. Rabin. Attention, attendez. Oui. Pas la même chose. Oui. Ne confondons pas, vous avez tout à fait raison. On ne peut pas confondre les deux, donc il vaut mieux pas. Yitzhak Rabin. Yitzhak Rabin, j'en suis d'accord avec vous. Et quelle est ça la me question? fait penser que je vais rappeler 2 dates historiques très courtes. Alors, nous sommes le 19 novembre 2023 et le 19 novembre 1977, l'Égyptien Anwar el-Sadat est à Jérusalem. C'est la première fois qu'un chef d'État arabe se trouve en Israël. Deuxième date, le 19 novembre 1990, les pays membres de l'OTAN et ceux du pacte de Varsovie signent à Paris une déclaration qui signifie solennellement la fin de la guerre froide. Alors, je dis, faisons un rêve. À votre avis, c'est une question ouverte à chacun d'entre vous. C'est le rêve du 19 novembre. Voilà. Comment pourrions-nous identifier comme possiblement capables de porter la paix des braves face à l'empire de la violence à laquelle nous sommes confrontés et par qui nous sommes assaillis, que ce soit notamment en Israël, en Palestine, en Ukraine et dans d'autres lieux du monde très conflictuels. Qui pourrions-nous espérer voir porter cette paix des braves, comme le fut Anwar el-Sadat, Yitzhak Rabin, à titre individuel, ou des corps constitués, tels que, par exemple, l'ONU et aussi le pacte de Varsovie le furent à leur temps. Merci pour la question. Je réponds. Deuxième question, là-haut, s'il vous plaît, au plus haut. Voilà. Madame, voilà, et après monsieur qui... ne vous impatientez pas, monsieur, vous aurez la parole. Place aux dames. Oui, la parole est à vous. Oui, bonjour. non, ce n'est pas une question, c'est juste une petite réflexion humoristique. J'ai été très interpellée tout à l'heure sur le défenseur des droits de l'homme qui, à un moment donné, à une de vos paroles, a repris en insistant sur les droits de l'homme, l'intervention sur les droits, la réponse sur les femmes dans le monde. Il me semble que dans la vie, le vocabulaire est très important, est toujours très important. Si la déclaration des droits de l'homme avait été la déclaration des droits humains, il me semble que les droits du vivant seraient peut-être beaucoup mieux respectés et cela n'aurait pas donné aux hommes le droit de s'arroger la toute-puissance. Notre président du 49.3 dernièrement a fait un impair absolument extraordinaire sur le masculin, c'est le neutre. Voilà. Et bien, le masculin gère le monde. Alors, je ne dis pas que les femmes sont parfaites, je ne dis pas que les femmes ne sont pas guerrières et ne font pas des atrocités aussi, mais quand même, le masculin a beaucoup impacté, et je trouve très drôle qu'on parle autant des droits des femmes, sans parler, on parle des droits des femmes, des droits de l'homme énormément. La déclaration des droits des femmes de l'homme de Gouges n'est jamais citée, sauf cette année au programme scolaire. Et derrière Mandela, il y avait aussi Winnie Mandela, qui a fait peut-être beaucoup plus que Mandela, mais dans l'invisibilité.
Merci, madame. Monsieur, juste devant, avec un pile rouge. Oui, on va vous donner là. Vous avez un micro juste derrière. Des questions brèves, s'il vous plaît, sinon on ne va plus avoir le temps d'échanger. Oui, très bref, très court. Bonjour. Voilà. Je voudrais parler... Enfin, je rappelle donc ce qui s'est passé vendredi en 15 sur Inter. Il y a eu l'intervention de M. Hassam Salamé, qui a été ministre de la Culture au Liban, professeur émérite à Sciences Po, accessoirement le père de Léa Salamé. Voilà. Donc 22 minutes, c'est vraiment à réécouter. Donc en gros, je ne vais pas redire. Quelle est votre question? Excusez-moi. La question, c'est qu'en pense Madame Chaliat? Et il a conclu en disant on ne peut pas faire la guerre à la guerre, il faut préparer le jour d'après. Comment préparer le jour d'après? Et il a dit il y a des solutions à mettre en œuvre, j'en ai. Alors, on est ravis de l'apprendre. Très bien. Allez, je vais prendre encore une question derrière. Monsieur, regardez, il y a juste derrière, à gauche, comme ça, et après j'irai de l'autre côté de la salle. Bonjour. Tout d'abord, merci Thierry pour 30 ans de bonheur culturel. Et puis, en 89, donc, l'Empire soviétique s'est effondré. Et malheureusement, l'Empire américain et surtout le capitalisme néolibéral a pris toute la place. Et malheureusement aussi, l'Europe, la constitution de l'Europe est une Europe économique, néolibérale, pâle copie du capitalisme américain, au lieu d'être une Europe sociale et culturelle. Donc, la seule espérance que j'ai, c'est la fin du capitalisme libéral. Et vous? Vaste programme. Bien. Alors, Narla Chahel, peut-être sur les 19 novembre, sa date, et puis sur peut-être le jour d'après. Parce que Madame a posé la question sur la visite de Sadat. Est-ce que c'était un processus de paix? D'autres processus de paix peuvent être imaginés. Processus de paix qui a été perçu par d'autres comme plutôt des trahisons ou des divisions. Donc c'est des problèmes de cet ordre, sans nous faire une leçon d'histoire, mais peut-être aussi sur la question du jour d'après. Écoutez, je n'aurai pas le temps ni la possibilité de tout dire là, mais je vous dis une chose, je pense que d'ailleurs il est dit aux États-Unis actuellement que Israël est l'œil, l'oreille et la main des Américains. Donc c'est une déclaration d'un candidat, Monsieur Kennedy, un des candidats à la présidence. Il a dit on ne touche pas. Et ils ont mis en pratique ça. Ils n'ont jamais, d'ailleurs, l'autre, l'Ukrainien, le chef ukrainien, il est très jaloux parce que on n'a jamais envoyé des porte-avions, des sous-marins comme ça. Comme je vous ai dit, la Méditerranée, c'est déjà bien qu'elle n'ait pas débordé à cause de tout ça. Le problème est là. Le problème est de faire un compromis, comme vous dites, avec un État qui est en fait une base militaire et idéologique, surtout des États-Unis. Ce n'est pas la question juive. L'Europe s'est débarrassée de ces juifs en créant Israël. Je vous le dis en toute honnêteté, moi je milite avec des groupes et des formations juives qui disent « bon, ce n'est pas en notre nom ». Et donc, que Anwar Sadat soit tué parce qu'il a été à Jérusalem, c'est peut-être inhumain, mais c'est dans l'ordre des choses. Oui, c'est mon point de vue. Mais chacun, comment dire, écoutez, il y a l'interprétation politique. Michel Fouché. Non, mais par rapport à votre question, quand même, il faut espérance, bien sûr, mais c'est compliqué. C'est souvent les gens de bien qui se font descendre.
Hein? Alors, je rappelle les dates. Processus d'Oslo en Norvège, négociations secrètes, on arrive à quelque chose. Clinton, qui était un homme courageux par rapport à ce qui se passe maintenant, fait signer les accords d'Oslo par Yasser Arafat, Israël, la fameuse poignée de main devant la Maison-Blanche le 13 octobre 1993. 2 ans après, Yitzhak Rabin est assassiné par un extrémiste israélien. Sadat va à Jérusalem en novembre 1977, il est assassiné en 1981. Et on est en train de... la veuve de Yasser Arafat, Soua, vient de prouver, après 9 ans d'enquête, qu'il avait été probablement assassiné au polonium en 2004. Donc tous les acteurs qui progressent, finalement, ont un destin tragique. Et donc... si vous voulez, Jean Jaurès a été assassiné parce que c'était un pacifiste. C'était un pacifiste, mais il était partisan de la paix armée. Je suis désolé de dire ça devant ce public, parce que, bien sûr, on est tous à l'égard, mais moi, j'essaye d'observer, enfin, observons le tragique de l'histoire. Le tragique est né dans le monde méditerranéen. Peut-être, Corinne Pelluchon, cette question sur droits de l'homme, droits de l'humain, oui. Ou sur... Oui, ou sur l'Europe, parce que je trouve qu'on est très sévère à l'égard de l'Europe, qui souvent souffre du fait qu'elle n'est pas assez connue, que ces directives, que ces normes, qui ne sont pas toujours appliquées, il faut reconnaître, les directives ne sont pas toujours bien traduites dans les décrets. Je pense évidemment à la directive sur l'expérimentation animale, mais en tout cas, voilà. Et puis, comme disait Ulrich Beck, si on veut lutter contre justement les exemples du capitalisme que sont ces grands monopoles, évasion fiscale, etc., c'est pas avec des moyens nationaux qu'on le fait. Néanmoins, c'est vrai que l'Europe, après la guerre, avec ce tabou, justement, cette timidité liée à l'histoire, hein, l'universalisme en avait pris un coup, hein, pour ainsi dire, on sait pourquoi, eh bien, il y avait une sorte de on a misé sur le marché, la culture. Et puis ensuite, avec Habermas, sur les procédures. C'est très important. Patriotisme constitutionnel, tout ça, c'est vraiment magnifique, ces constructions, mais ça ne suffit pas. C'est pourquoi, moi, je crois qu'aujourd'hui, quand je parlais de nouvelle lumière, avec l'idée d'un télos où l'écologie dans sa profondeur permet de ressaisir un projet politique et de réorienter l'économie pour le mettre au service des vivants, humains et autres qu'humains, avec vraiment des mesures fortes. Ça, je crois que c'est peut-être une sortie par le haut. Mais encore une fois, si on n'a pas le temps ici, il faudrait des juristes, il faut attention à ne pas critiquer l'Europe parce qu'elle serait faible ou parce qu'elle est peu connue. Et il faut voir aussi qu'elle est vraiment un défi à la pensée, cette unité transnationale, la pensée de midi, c'est cet art du compromis. Aujourd'hui, la négociation, ça n'a pas bonne presse, alors que c'est un art de construire des accords sur les fonds de nos grands désaccords. Merci. Un dernier mot, Kamel Jandoubi, peut-être sur le jour d'après. Non, mais moi, je voudrais citer... faire 2 petites citations. La première, c'est celle de Michael Sfar, c'est un avocat israélien, et qui dit « Être humaniste est un travail difficile. Contrairement à ce que nous pensons souvent, l'humanité n'est pas un trait humain naturel. » Et je citerai aussi un autre Israélien, journaliste, Israël Frey, persécuté en Israël même, et qui dit la chose suivante: le cercle de la souffrance, du deuil et de la douleur ne se résoudra pas par l'usage de plus en plus de force, mais seulement par la création d'égalité et de justice pour chaque garçon et chaque fille vivant entre la rivière du Jourdain et la mer, et j'ajoute pour chaque fille et chaque garçon des 2 rives de la Méditerranée. Bravo.